Merci de nous retrouver sur le plateau du Centre des Congrès de Lyon. On s'excuse pour le retard, ce sont les aléas du direct et des téléconférences, puisque mes 4 invités sont à distance pour cette conférence. Le thème de celle-ci, le télétravail comme source de valeur pour l'entreprise et le collaborateur. On se pose la question de savoir si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Et en effet, un dispositif télétravail serein doit passer par un accompagnement organisé et structuré. Et face au désir des salariés de télétravailler, parfois les usages dans les organisations ont la vie dure. Mais qu'on le veuille ou non, le télétravail sera un référentiel, voire un critère de sélection pour les talents à l'embauche. Il affecte l'ensemble des éléments, aussi bien l'organisation que les acteurs, managers, équipes, qui doivent remettre en cause leurs pratiques. Alors, où en sommes-nous du côté du mythe, de la réalité, ou bien entre les deux? Pour tenter de répondre à cette question, aujourd'hui, Michel Barabel. Michel Barabel, bonjour. Vous êtes maître de conférences et professeur à Sciences Politiques. Vous y dirigez également les publications, bonjour, ravi de vous voir. Vous y dirigez également les publications du Lab RH et vous êtes l'auteur de ce livre, Les RH à l'ère du Covid-19. Voilà, livre passionnant, sorte de mode d'emploi, coécrit, écrit à plusieurs mains. Merci d'être sur ce plateau. Sandra Boudabeille. Sarah, oui. Sarah Boudabeille, excusez-moi. Sarah Boudabeille, vous êtes responsable culture et responsabilité à Mano Mano. Mano Mano, c'est une plateforme de marketplace leader sur le marché du bricolage et vous employez plus de 700 salariés. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Patrick Lévy-Wetz. Bonjour, vous êtes le président de la Fondation, enchantée de vous rencontrer. Vous êtes le président de la Fondation Travailler Autrement, une fondation qui observe le travail du futur et qui a été créée à l'initiative de groupes et de syndicats. C'est bien ça? Oui, de direction d'entreprise, de syndicats, de scientifiques et de politiques. Très bien. Ça fait de vous une organisation complète. Patricia Wendling, vous êtes également avec nous. Vous êtes directrice de Human Factor. Est-ce que vous êtes là? Oui, je voilà. suis là. Bonjour Patricia. Vous êtes DRH, ex-directrice juridique. Et aujourd'hui, avec Human Factor que vous avez créé, vous accompagnez les managers qui veulent une gestion humaine des femmes et des hommes qu'ils embauchent. Alors tout d'abord, tous les quatre, c'est une configuration un petit peu particulière, donc on va tenter d'interagir et si c'est un peu compliqué, je vous passerai la parole un à un pour 5 à 10 minutes de parole. J'aimerais bien tout d'abord qu'on essaie de définir ensemble, définir ensemble ce que peuvent être les valeurs dans une entreprise quand on parle de valeurs et de valeurs qui peuvent bouger à l'ère post-Covid. Qui veut prendre la parole? Michel Barabel. La question des valeurs, c'est vrai que c'est une question complexe. Elle nous ramène à la culture et à un certain nombre de traits communs dont les organisations se sont dotées. Quand on parle de modification des valeurs, c'est vrai que moi j'ai le sentiment que la période de la Covid-19 qu'on vient de vivre depuis un peu plus d'1 an a fait bouger un certain nombre de rapports au monde des collaborateurs, le rapport à l'espace. On voit qu'on était majoritairement sédentaires avant cette crise et qu'il y a un retour du nomadisme, d'où le télétravail, mais aussi les espaces de coworking et une réinvention des espaces de travail. Le rapport au temps aussi, quand on est dans un monde fait de chocs, de catastrophes, d'imprévisibilité, on est beaucoup plus pragmatique, donc on privilégie l'instant présent par rapport à une projection sur le long terme. Le rapport aux autres aussi, avec des repères qui sont plutôt de l'ordre de la tribu ou le rapport à la connaissance. On doit être dans un monde où on doit se réinventer, faire preuve de sérendipité. Donc c'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont un peu un fil rouge. Et donc une organisation, elle doit à la fois construire sur une histoire et des repères assez forts, mais elle doit en permanence faire bouger sa culture et ses valeurs. Sarah Boudabeille, merci. Sarah Boudabeille, sur la question, chez Mano Mano, la question des valeurs, qu'est-ce que vous essayez de cultiver au sein de l'entreprise? Depuis le confinement, vous me confiez, lors de la préparation, avoir modifié vos pratiques. Comment et pourquoi? Pour aller dans quelle direction? Alors, pour nous, je ne dirais pas que nos valeurs ont profondément changé. Elles étaient
assez clair et assez clairement identifié par nos collaborateurs et l'ensemble, enfin voilà, l'ensemble de l'entreprise. Ce qui a changé, c'est la manière dont on les vit au quotidien. On est passé en 100% télétravail quasiment depuis mars 2020, avec quelques retours au bureau erratiques et pas pour l'ensemble de l'effectif, mais uniquement pour les personnes qui le souhaitent. Et donc, on a dû réinventer toutes les manières dont on vit nos valeurs au quotidien. Ça passe par la manière dont on intègre nos nouveaux collaborateurs, la manière dont on célèbre les succès dans l'entreprise, etc. Et donc, on a surtout en fait essayé de réinventer nos pratiques pour les rendre compatibles avec le télétravail, sachant que la particularité pour nous, c'est qu'on accueille de nouveaux collaborateurs de manière très régulière et que on a toute une culture à transmettre, et que ce qui se faisait beaucoup en présentiel dans nos bureaux, on a dû inventer des nouvelles manières de le faire avec nos équipes, et c'est beaucoup passé par des suggestions de nos managers, nos collaborateurs eux-mêmes pour qu'on arrive à faire perdurer la culture qui était la nôtre déjà avant le confinement. Avant de revenir sur ce point, qu'on développera plus largement de l'accueil des nouveaux entrants en entreprise lorsqu'on est à distance, qui peut être un point délicat, Patrick Lévy-Wetz, au sujet des valeurs, avec la Fondation Travailler Autrement, est-ce que vous observez une modification depuis ces dernières années, et particulièrement à l'ère post-Covid ? Écoutez, la question du télétravail est une question d'abord compliquée parce que, en réalité, quand vous regardez le nombre de personnes qui ont été travaillées, on oublie toujours que c'est une minorité de Français qui, dans leur travail, peuvent utiliser le télétravail et donc bénéficier de ce télétravail. On estime à 25% des gens qui ont télétravaillé, et il y en avait 7 à peu près auparavant, 25 pendant les périodes de Covid. Donc ça donne déjà la mesure du sujet qu'on évoque et sur lequel on est en train de partager un certain nombre d'informations. En fait, cette question que vous évoquez sur les valeurs, elle est beaucoup plus profonde, puisque le monde du travail est traversé, comme d'ailleurs nos sociétés, par des transformations d'une profondeur probablement jamais inégalée. Les infrastructures numériques que connaissent et qui sont à la source de tout un certain nombre de possibilités nouvelles et de fractures par ailleurs nouvelles, ouvrent des perspectives qui sont proches de, j'ai envie de dire, on pourrait presque comparer la naissance de l'écriture, la naissance de l'électricité et les infrastructures numériques, tant elles impactent, elles bouleversent, elles transforment la manière dont nous vivons, dont nous construisons nos vies, et dont nous sommes en capacité, du coup, de réinventer, mais aussi donc de subir ces transformations si on n'est pas dedans et si on en est exclu. Donc les valeurs qui sont en train de se mettre, se façonner, se construire, sont des valeurs qui dépassent largement l'entreprise, dont l'entreprise est un des éléments d'expression, mais qui est de bien plus loin, au fond, la nature du lien social qui unit les personnes, la nature avec des vies que nous menons, les typologies de vie que nous menons, et nous voyons combien cette crise du Covid, elle a mis le doigt en réalité sur des transformations et des bouleversements qui existaient déjà auparavant. Si 73%, je crois le dernier sondage, des salariés qui ont connu le télétravail, alors qu'ils ne l'ont connu que dans au fond, une forme contrainte, car le Covid et la crise du Covid et le confinement, c'est l'utilisation du télétravail dans un système contraint, puisque c'est le confinement et ce n'est pas dans des conditions agréables. Et pourtant, facile. Et pourtant, 73% des Français qui y ont goûté, évidemment, veulent. Ah. Est-ce que vous revenez? Voilà, vous êtes revenu. Est-ce qu'on peut peut-être essayer avec notre invité, Patricia Wendling? Oui. On va revenir. Est-ce qu'on sait d'où vient le problème? Ok. Patricia Wendling, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, Gaëlle. À quel besoin, donc avec Human Factor, vous essayez d'améliorer les rapports dans la gestion humaine des salariés? À quels besoins nouveaux vous répondez dans l'accompagnement des entreprises? Eh bien, c'est déjà un besoin qui est, enfin, une forte recommandation, c'est de voir dans ce qui s'est passé, de ne surtout pas y voir une mode, quelque chose qui va passer, mais un véritable mode de travail. Et moi, et ça me permet de faire la transition avec ces notions de valeur. Il me semble, hein, de la même façon que Patrick soulignait que le télétravail a mis en lumière des transformations qui étaient déjà en cours, latente dans la société au sens large, eh bien, ce télétravail a mis aussi en lumière des mots MAUX qui existaient déjà même quand on travaillait dans les locaux de l'entreprise. Et moi, en disant cela, je vais l'illustrer par un seul mot, une seule valeur, la valeur qui a été fortement bousculée quand on l'avait, quand elle était réellement mise en œuvre, ça se passait bien. Et quand on ne l'avait pas et qu'elle était simplement affichée et pas incarnée et pas réellement mise en œuvre, ça a créé des soucis. C'est la confiance. C'était la défiance plutôt que la confiance. On peut dire ça comme ça. En tout cas, moi, je dirais déjà, c'était l'absence de confiance. Et ça explique même aussi, par ailleurs, parce que rappelons que le télétravail, la possibilité d'y avoir recours, existe dans notre pays depuis 2005, depuis plus de 15 ans. Hein, et on n'y allait pas pour différentes raisons. Et parmi celles-ci, il y avait bien comme absence, je dirais, de valeur, une absence de confiance. Donc, je pense que c'est ça qui a profondément changé. Dans les entreprises dans lesquelles ce n'était pas un souci, évidemment, ça s'est plutôt bien passé. On a accordé cette confiance qui devrait déjà être le pilier dans toute relation de travail, que celle-ci se passe dans les locaux de l'entreprise ou en dehors. Celles qui réellement vivaient déjà cela, ça s'est très bien passé. Et celle qui avait du mal, qui est encore sur le mode « parce que je te vois, tu travailles, j'ai besoin de te surveiller, j'ai besoin de te contrôler, j'ai besoin de te fliquer », ça a été beaucoup plus difficile. Et je le vois aujourd'hui auprès des entreprises que j'accompagne ou même pas. J'avais encore la semaine dernière une DRH qui me contacte en disant « aidez-moi à convaincre ma direction générale » parce qu'elle n'a pas confiance, tout simplement. Je pense que ça, il y avait une valeur, moi, que je citerais, qui a été, pas bousculée dans les entreprises qui en faisaient fi, mais mise en lumière. En tout cas, c'est elle qui a aidé d'autres entreprises à avancer dans la bonne direction. C'est la confiance. Et vous dites à la fois que le télétravail, c'est en même temps le remède et le poison vis-à-vis de, justement, notamment de cette valeur-là. Tout à fait. À quel titre? Pourquoi? Je dis, c'est un pharmacon parce que ça peut être à la fois un remède et un poison. Et un remède et un poison, c'est quoi? C'est un mot ancien grec. Hein. Ça fait référence tout simplement à un point essentiel qui est la juste dose. Quand c'est bien dosé, eh bien, la substance soigne. Et quand c'est mal dosé, la substance nuit. Et on vient de le vivre avec ce télétravail généralisé à 100%, sans préparation, sans accompagnement. Quand on n'est pas dans le bon dosage, eh bien, ça cause des soucis, même j'allais dire au premier bénéficiaire, le salarié, et à l'entreprise aussi. Aujourd'hui, on voit bien que l'une des problématiques importantes, c'est de trouver ce juste dosage. 1 jour, 2 jours, 3 jours, à chaque entreprise de trouver chaussure à son pied, mais attention, c'est un point essentiel. Est-ce qu'on a retrouvé Patrick Lévy-Wetz? Est-ce qu'il est revenu? Non, apparemment pas. Alors Michel Barabel, pour vous, un des éléments capitaux, et d'ailleurs vous vous employez à le définir assez bien avec tout un tas de chapitres dans ce livre, c'est de réinventer le travail. Et pour réinventer le travail, face à ce télétravail qui va se généraliser, la clé est de réinventer le présentiel, c'est-à-dire qu'on va être là mais différemment. Comment? Oui, et d'ailleurs Patricia on a un petit peu parlé, c'est-à-dire que le risque, ça serait de se focaliser sur l'expérience à distance, puisqu'elle est nouvelle, elle a été contrainte, alors que finalement, dans les différentes recherches que moi j'ai pu mener, c'est qu'on se rend compte que les gens ne veulent pas revenir au bureau pour vivre la même expérience qu'ils vivaient précédemment, entre guillemets, se retrouver dans un open space avec un casque pour faire un travail individuel, par exemple. Et donc, dans les recherches mondiales qu'on peut observer, on se rend compte que
ce qui marche très bien à distance, c'est travailler sur des projets qui sont déjà lancés, être plus productif, pouvoir se concentrer. Ce qui marche par contre très mal, c'est l'informel, la convivialité, les moments de créativité. Donc la réinvention du présentiel passera par des expériences en présence beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus fortes, beaucoup plus liées à des dynamiques et des actions collectives. Et là encore, Sarah et Patricia ont raison, on va devoir avoir des managers et des organisations qui vont être des spécialistes du design organisationnel, savoir ce qu'on fait en présentiel, très certainement des temps de créativité, des temps d'échange, des temps pour innover, des temps aussi pour se réguler, des temps émotionnels forts. Et des temps à distance qui seront plutôt de l'ordre de la concentration, de gagner du temps de transport, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle et du temps de la production. Vous parlez d'intelligence émotionnelle, là, 2 fois lors de l'échange, et notamment dans votre bouquin. Comment est-ce qu'on favorise cette forme d'intelligence émotionnelle qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, de la perception, qui est assez subtile finalement, lorsqu'on ne se rencontre pas et lorsqu'on ne peut pas jouer avec ces 5 sens à proprement parler, ou qu'on est privé de certains? C'est une très bonne question. Alors, sans être polémique, déjà, il va falloir sans doute revoir le casting des managers, parce que généralement, les managers, c'est des bons techniciens. Et ils ont une promotion parce qu'ils ont excellé dans leur métier technique, sans se poser la question de leur excellence managériale et de leur intelligence émotionnelle. Donc, dans un monde hybride dans lequel il y a un temps de télétravail plus important, on devra beaucoup plus faire attention à la sélection, à l'accompagnement et à la formation de ces managers. Après, je pense que les temps du présentiel doivent être exceptionnels en termes d'émotion, en termes de rencontres, parce que le temps de la distance va effectivement, quoi qu'on fasse, quels que soient les mécanismes, des apéros café à distance, des points de régulation sur Zoom, même demain des réunions en présence grâce au casque de réalité virtuelle, quoi qu'il arrive, ça va refroidir l'organisation. Donc, on n'aura pas effectivement la possibilité pour un manager moyen d'avoir 8 heures pour se rendre compte à un moment que son collaborateur va mal parce qu'il l'aura croisé à 8 heures, à la machine à café, à 9 heures, à midi, et qu'à un moment, il trouvera le temps d'eux. Donc, il y a des rituels de grande vigilance à mener, des temps d'expérience très forts en présentiel, et puis après, il y a plein d'exercices, le co-développement, les phases d'inclusion, les temps d'échange, avoir aussi des moments où on partage plus sur la vie privée des collaborateurs, on ose plus finalement demander aux gens comment ils vont. Donc, tout un ensemble de rituels qu'on va devoir réinventer, mais il faudra vraiment que l'expérience présentielle soit clé, parce qu'on vivra sur cette qualité du présentiel lors des échanges à distance. Est-ce que ça ne risque pas de mélanger un petit peu trop la sphère privée et la sphère professionnelle? Ou est-ce que c'est au contraire le désir finalement avec ces nouvelles pratiques que de faire un ensemble entre ces différentes sphères? Je pense que l'une des conséquences du travail à distance et de la crise de la Covid-19, c'est effectivement d'avoir beaucoup plus, quand on est une organisation, à s'intéresser à la vie privée. Et cette question de frontière vie privée, vie professionnelle va devenir compliquée. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il va falloir avoir énormément de garde-fous, ne pas envoyer de mail à telle heure, s'assurer que le collaborateur n'est pas hyper connecté, parce que contrairement à ce qu'on pense, il faudrait rassurer les dirigeants dont parlait Patricia qui sont dans la défiance. Les gens travaillent plus en télétravail, ont plus de risques d'être en hyper-travail qu'en mode finalement tranquille sur son canapé à regarder une série Netflix plutôt qu'à travailler. Donc, ils ont besoin de prouver beaucoup plus. Donc, il va falloir beaucoup plus. On est très infantile. Hein, on est dans des usages qu'on découvre en marchant. On va devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie et la fonction RH sera en première ligne pour devoir accompagner les collaborateurs dans des usages matures de ces outils digitaux. Et on risque d'avoir des phases un petit peu d'excès, mais comme toute nouvelle pratique qui se déploie, avant qu'on trouve le bon équilibre. Sarah Boudabey, vous m'avez dit avoir mis en place justement un certain nombre de rituels pour changer vos pratiques managériales et créer cette cohésion. Est-ce que, s'appuyant sur le concret, le réel, votre expérience d'entreprise, vous pouvez me citer et me parler de votre exemple de ce vécu, nous faire un retour d'expérience sur ça avec vos collaborateurs?
Tout à fait, et je souscris à tout ce qui vient d'être dit par Michel et avant Patricia. Nous, ça a été le constat qu'on a fait très vite en fait. N'hésitez pas à parler bien proche de votre micro. Voilà. Ah oui, voilà. Là vous m'entendez mieux. Oui, je vous disais effectivement, c'est un constat qu'on a fait très vite que la qualité d'expérience de nos collaborateurs reposait beaucoup sur le travail de leur manager. C'est vrai que nous, on était assez habitués, on avait déjà du télétravail et on est dans un environnement qui en avait l'habitude. Pour autant, ça a été un changement. Nos managers, on s'est vite rendu compte à travers des enquêtes qu'on fait assez régulièrement, toutes les 2 semaines, qu'ils étaient fatigués parce que ça leur demandait une attention accrue s'ils voulaient suivre justement le fait que tout le monde allait bien. Puis on l'a rappelé quand même, mais c'était pas une période tout à fait normale. Et du coup, on a mis tout un tas de mécaniques en place pour que nos équipes RH appellent de manière régulière chaque manager, prendre la température, comment ça va avec ton équipe, etc. On a communiqué à nos managers tout un tas de bonnes pratiques, on leur recommandait, à leurs mains évidemment, mais de mettre en place. Il y avait évidemment des discussions quotidiennes avec leur équipe, des discussions hebdomadaires avec chaque membre de l'équipe de manière régulière. Et ce qu'on a mis en place, et je rejoins Michel qui l'a mentionné, c'est également des groupes de co-développement destinés aux managers pour que eux, entre eux, puissent s'appuyer les uns les autres, se donner des bonnes pratiques, échanger sur des situations particulières qu'ils rencontreraient. Donc voilà, on a mis en place à la fois un soutien aux managers, on a renforcé la communication aussi autour de nos principaux process. Et puis, on continue à étoffer finalement l'arsenal de ce qu'on propose à nos collaborateurs. Là, par exemple, on va mettre en place un partenariat avec une société qui propose un accompagnement psychologique pour les collaborateurs, puisqu'on sait que le distanciel rend ce genre de sujet encore plus important dans les organisations. Donc voilà, on apprend en marchant. Et effectivement, au fur et à mesure où on se rend compte de nouveaux besoins, soit chez nos managers, soit chez nos collaborateurs, on étoffe un petit peu l'offre de ce qu'on met à disposition. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chez nous, c'est beaucoup co-construit. Si un certain nombre de managers identifient des bonnes pratiques, des choses à mettre en œuvre, nous, notre travail au sein de l'équipe RH, c'est de capitaliser là-dessus et de le faire connaître au plus grand nombre pour que ça bénéficie largement dans l'entreprise et pas uniquement aux premiers qui en ont eu l'idée. Voilà. Merci. C'est une question que je pose à vous tous. Lorsqu'on est à distance comme ça, aussi bien les collaborateurs que les managers, on arrive à conserver une forme de spontanéité qui peut nous amener à une créativité, à du renouveau, à des idées. Est-ce que c'est possible, ça? Qui veut répondre sur cette question? Patricia Wendling. Oui. C'est Patricia qui peut parler. Patricia, réfléchissez. Oui, mais j'étais en train de me dire que je dissocierais la spontanéité. Je ne ferais pas un lien entre la spontanéité et la créativité et l'innovation. Pour moi, c'est quand j'entends spontanéité, j'entends proximité, j'entends est-ce que je sais faire part de mes idées malgré cette distance. Et là-dessus aussi, ça renvoie à chaque individu. Et si je veux faire par catégorie, je trouverais par exemple qu'un nouvel embauché, un alternant, un stagiaire, cette spontanéité va faire défaut forcément parce que nouveau dans l'équipe, parce que ne connaissant pas encore les autres. Et on a vu que cette période difficile, elle a duré plusieurs mois, un peu plus d'1 an quand même. Donc oui, être embauché, rejoindre une équipe alors que tout le monde est à distance, ce n'est pas aisé. Alors oui, la spontanéité peut faire défaut. Ensuite, la créativité, moi je referai le lien avec cette confiance qui a forcément, et aussi la distance a permis une certaine autonomie. J'aime, en m'amusant comme ça, dire qu'on a eu une autonomie réelle augmentée. Ça, c'est quelque chose que les salariés ont énormément apprécié. Gain des temps de trajet, mais aussi cette autonomie à laquelle ils n'avaient pas toujours accès droit dans les locaux de l'entreprise. Et cette autonomie-là, ça ouvre la porte à un esprit d'initiative et donc à la créativité, à l'innovation. Et ça, là-dessus, je vais remettre encore une petite précision, c'est individuel. Voilà, le talent, le potentiel individuel peut s'exprimer parce que je suis plus autonome, parce que mon esprit d'initiative est encouragé et qu'on me laisse faire. Maintenant, par rapport à quelque chose de collectif, la distance
peut être un frein. Ça c'est clair. Et ça renvoie à cette notion de juste équilibre, à quels sont les temps à distance ou les temps où je serai en présentiel et pour y faire quoi. Le pourquoi, quand je suis dans les locaux, le pourquoi en un mot devra faire place à un pourquoi en deux mots. Et ça aussi, ça fait partie des chantiers, des réflexions qu'on devra mener. Sarah Boudabé? Oui, je ne sais pas comment embrayer, excusez-moi. Non, moi, je suis désolée, j'ai du mal à reconnecter à la question initiale. Est-ce que vous pourriez me la redire? Je veux pas être hors de propos. Est-ce que être éclaté comme ça encourage quand même la créativité, et est-ce que perdre en spontanéité peut être un frein justement à ce moteur créatif précieux à toute organisation? Oui. Alors, c'est pareil. Moi, j'ai jamais encore réfléchi, et c'est une excellente question en termes de spontanéité. Reprenez bien votre micro de manière à le mettre proche de votre bouche. Merci. Pour moi, la question de la spontanéité, j'y ai très objectivement jamais réfléchi. Donc, je ne vais pas partir sur ce terrain. En revanche, la créativité, oui, pour moi, c'est un frein. C'est un frein, non pas parce que... Enfin, dans l'absolu, les personnes sont tout aussi créatives qu'elles le seraient individuellement dans les bureaux, mais ce qui manque, c'est la sérendipité, le fait de se rencontrer, de croiser des personnes avec qui on n'échange pas au quotidien. Nous, c'est un vrai sujet qu'on a identifié, sur lequel, pour moi, la réponse, on l'a un peu évoqué en filigrane tout à l'heure, elle passe par maintenir un peu de présentiel et des occasions de se rencontrer, et des occasions qui seront pensées en amont. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas juste se contenter d'espérer que les équipes continuent à se croiser et aient comme ça des idées créatives. Ça va nécessiter, de la part des entreprises qui mettent en œuvre du télétravail de manière un peu structurée et long terme, un peu d'anticipation, de se dire OK, et nous, c'est des réflexions qu'on a en ce moment. Quelles équipes ont besoin de se voir de manière régulière? De quelle manière on peut encourager ces échanges? De quelle manière on peut même encourager des échanges non structurés entre des personnes qui n'auraient pas d'occasion de se rencontrer? Et ça, c'est à l'entreprise, pour moi, de le penser. Voilà, sur le plan de la créativité, je pense que c'est indispensable, et a fortiori dans une économie où l'innovation fait beaucoup dans le succès d'une entreprise. Je pense que c'est effectivement un point indispensable de la réflexion des entreprises sur le télétravail. Pour clore cette conférence, Michel Barabel, pour parvenir à réinventer le travail au sein des entreprises, quels sont les écueils à éviter, si on devait donner quelques conseils aux personnes qui nous regardent et qui sont en quête de solutions? Moi, je pense que le premier écueil, ça serait de tirer les leçons de cette crise, alors que finalement, on n'a pas forcément le recul nécessaire, et chercher à répliquer des choses qui ont bien marché pendant 2 mois, 3 mois. Je pense qu'il y a une approche longitudinale à avoir. Le deuxième conseil, c'est de succomber à des modes. Voilà, moi, je ne suis pas très favorable au 1 jour, 2 jours, 3 jours semaine. Je trouve qu'on vit dans un environnement complexe, ambigu, fait de crises et de chocs, et que ça serait surprenant qu'on trouve une organisation du travail un peu taylorienne, one best way, qui nous dise la bonne organisation, c'est un 2 jours semaine en télétravail et un 3 jours en présentiel, par exemple. Je suis par contre beaucoup plus ouvert à intégrer qu'on est rentré dans un monde du travail hybride, mais qui a 4 composantes pour moi. Il y a le domicile, il y a le siège de l'entreprise, mais aussi les espaces de coworking pour rencontrer d'autres organisations, s'inspirer et pour innover. Et il y a le troisième temps, qui est le temps de la veille, comme certains peut-être de nos participants, des colloques, congrès, s'inspirer. Et je pense que ça serait une erreur d'opposer simplement l'entreprise et le domicile. Et pour moi, il y a un éclatement des lieux de travail à trouver. Et dans un monde VUCA, ça me paraît, par exemple, assez logique, comme le disait Sarah, peut-être d'avoir 15 jours 100% présentiel, parce qu'on est sur un gros projet, on a besoin d'être dans un temps d'interaction, puis après se retrouver 4 jours à distance, puis sur d'autres périodes de l'année, être sur du 50-50. Et j'ai peur que les entreprises cherchent à reproduire un mode d'organisation très 20e siècle, en rigidifiant les choses. Et puis le troisième écueil, ça serait d'oublier ceux qui ne peuvent pas accéder au télétravail. Comment on va trouver des équivalences, par exemple un 15 jours semaine pour les gens qui sont en production, pour leur permettre eux aussi de pouvoir s'organiser
à domicile, parce que le télétravail, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est que 30 à 50% des emplois en France. Bien sûr. Et ce qu'on fait des autres. Oui. C'est la notion, donc malheureusement Patrick Lévy-Wetz n'est plus là, mais il évoquait et il y pensait avec la Fondation Autrement, s'il nous écoute, ou ses collaborateurs, c'est ce qu'il appelle les invisibles, qu'on ne voit pas, et une notion forte d'inéquité. Quel est votre point de vue à tous sur cette question, Sarah Boudabey? Je pense que je suis la moins bonne panéliste pour en parler, puisque je suis issue d'une organisation où, pour le coup, tous nos collaborateurs ont accès. Néanmoins, je suis complètement d'accord avec ça. Je n'ai pas, moi, les bonnes pratiques à apporter sur cette question-là. J'ai de la chance de faire partie d'un environnement plutôt favorisé sur ce plan-là. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il y a peut-être d'autres choses à inventer pour que tous les collaborateurs des entreprises puissent bénéficier, en tout cas, d'une flexibilité, d'une souplesse, qui est le gros avantage. Je pense qu'induit le télétravail, c'est le fait de pouvoir être chez soi à certains moments donnés qui permettent de s'organiser plus facilement. Et donc ça, c'est quelque chose à inventer. Et je pense plutôt dans une entreprise qui aura une population hybride et qui devra réfléchir à ces questions pour sa propre... Vous n'êtes pas concerné directement avec Mano à Mano, mais en tant que marketplace, vous avez besoin de tout un tas d'autres filières, notamment des livreurs qui, eux, ne peuvent pas télétravailler de fait. Donc, vous serez peut-être amené à réfléchir à cette question. Ouais. Avec notre écosystème de partenaires, c'est évident que c'est des discussions que vous allez mener. Qui vont être menées dans cet écosystème, oui. Patricia Wendling, est-ce qu'il y a des nouvelles demandes ou des nouveaux questionnements? J'imagine que oui, forcément, puisque nous sommes en pleine mutation, de la part des collaborateurs ou des managers qui font appel à vous. La première demande aujourd'hui, elle est évidente, c'est est-ce qu'on peut continuer tout simplement, c'est vraiment ça. Comment on continue, comment on le met en œuvre ensuite avec son lot de questions derrière, comment est-ce qu'on revoit nos pratiques, quel est le bon nombre de jours, etc. Et là-dessus, moi, ma réponse est de toujours leur dire que c'est à chaque entreprise de trouver chaussure à son pied. Bien sûr. Et là, je rebondis par rapport à ce que disait Michel, aller dupliquer, aller copier, succomber à une espèce de mode en disant tout le monde a l'air de faire du 2-3 jours, je vais faire pareil, c'est la mauvaise approche. Je pense que même si ce qu'on vient de vivre était fortement lié à la crise sanitaire et que quelque part, ce n'est pas tout à fait du télétravail, eh bien, moi, je recommanderais de commencer par un retour d'expérience, voir ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui sera amélioré. C'est un peu comme on se regarde un peu dans la glace, regarder le passé pour mieux construire demain. Et de ces retours-là, on va en tirer quelque chose. On comprendra déjà que c'était exceptionnel parce que très corrélé à une situation exceptionnelle, mais il y a quand même des enseignements à voir, il y a quand même des dysfonctionnements qui seront au grand jour et ça pourra déjà permettre d'avancer. Après, la question du déséquilibre, oui, elle est là. Oui, il y a certaines professions qui ne pourront pas y avoir accès, mais moi, chaque fois qu'on aborde cette question, il y a une chose qui me gêne, c'est que dans notre pays, on aime beaucoup le nivellement par le bas. Alors, parce que certains ne peuvent pas avoir accès à quelque chose qui apporte, je le rappelle, qui contribue en tout cas à une meilleure qualité de vie, à une forme de performance, de bien-être, et même sur le plan écologique, etc., eh bien, on va dire, non, tant qu'il y en a un ou deux, ou même plus, qui n'y ont pas accès, alors on va y renoncer. Donc moi, mon point d'attention est, oui, c'est un sujet, mais attention, ne nivellons pas par le bas, réfléchissons. Rappelons-nous, par exemple, qu'une entreprise a pour objectif la performance et l'épanouissement des gens. Et que cette dualité d'objectifs, appliquons-la aussi aux populations qui ne peuvent pas avoir accès au télétravail. Ils ne peuvent pas avoir accès au télétravail, mais comment est-ce que je peux leur apporter, garantir cet épanouissement, ce bien-être, cette performance? Et ça va être pour moi un peu comme le sujet de réflexion, et on trouvera. Mais c'est pas, tiens, il y en a qui ne peuvent pas, alors on va arrêter parce que sinon... Voilà ce que je partagerai comme réflexion à ce sujet-là. Attention au nivellement par le bas et réfléchissons à autre chose. Il faudrait fonder une sorte d'université populaire du télétravail pour que chacun puisse discuter, échanger et réfléchir. Merci à tous d'avoir participé à enrichir cette conférence sur ce thème précis. Michel Barabel, Sarah Boudabey, Patrick Lévy-Wetz, désolé pour les problèmes de connexion. Là aussi, on a à s'améliorer, on le fait tous ensemble, c'en est la preuve. Patricia Wendling également d'avoir participé. Et avant de clore cette émission, cette conférence, regardons une vidéo
Idéo de l'entreprise Coévolution, qui est partenaire de cette conférence. C'est un cabinet de coaching et de formation qui propose une approche humaniste du travail.